Aujourd'hui, mon invitée est Juliette, connue sur le compte Instagram The Last Quiche et le podcast Reset ton assiette. Juliette est thérapeute spécialisée dans l'alimentation intuitive. Féministe et engagée contre la culture des régimes, son approche systémique fait parfaitement écho à mes valeurs. C'est pourquoi je suis ravie de partager ici son travail remarquable, basé sur des connaissances pluridisciplinaires très pointues. Juliette est la reine pour expliquer les choses avec simplicité et combativité. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Bonne écoute! Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir proposé de venir. Super. Écoute, je pense qu'on va avoir un bel échange toutes les deux. Si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de te présenter, de présenter en quelques mots ton activité et qui tu es? Ok, ça marche. Donc, je m'appelle Juliette, je suis fondatrice de The Last Quiche. Et en gros, j'aide les femmes à arrêter les régimes, les restrictions, à écouter leur corps, à mieux accepter leur corps aussi. Donc, je travaille principalement avec la thérapie de l'alimentation intuitive. Je suis certifiée officiellement dans cette thérapie. Je travaille aussi avec d'autres outils, notamment la thérapie ACT, acceptation et engagement aussi. Et puis, bien sûr, je suis thérapeute aussi féministe. Ça, c'est quelque chose à souligner aussi, du coup. Tout ce que tu as dit fait partie des choses qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Ouais. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition de la grossophobie? Alors après, pour avoir une définition plus générale, je renverrai les personnes vers tes épisodes et vers les miens, ceux qui parlent spécifiquement de cette question-là. Mais Mhm. toi, comment tu définis la grossophobie? Pour moi, la grossophobie, du coup, c'est la discrimination en fait des personnes grosses dans la société et aussi la discrimination qu'on a tous intériorisée, en fait, pour moi. Parce qu'il y a la discrimination vraiment systémique, hein, que voilà, on peut voir, donc que ce soit de la manière dont on parle des personnes grosses, même dans l'espace public, leur place, etc., qui n'est pas là, quoi. Et je veux dire, voilà, il y a toute une hostilité aussi envers les personnes grosses, etc. Donc ça, c'est vraiment une discrimination qu'on voit un peu plus, mais aussi la discrimination que tous on porte, mine de rien, enfin ce biais de cette grossophobie intériorisée aussi qui fait partie du coup de la grossophobie pour moi. Mm. Oui, c'est une question très intéressante et c'est vrai que c'est pas facile d'en prendre conscience, mais Ouais. quand on en prend conscience, il y a un vrai déclic qui se fait, une autre façon de voir les choses, quoi. Ouais, carrément. Oui, oui, souvent c'est mettre des nouvelles lunettes en fait. On voit le Ah monde oui, différemment quand on comprend la grossophobie, quand on la voit, quand on aussi déconstruit la culture des régimes aussi qui va main dans la main. Je trouve que ouais, c'est totalement une autre vision quoi. ouais. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler de l'alimentation intuitive? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi tu as Mhm. choisi spécifiquement cette approche? Mhm. Alors, l'alimentation intuitive, ouais, donc si je peux résumer un petit peu ce que c'est, donc c'est une thérapie qui a été développée par deux diététiciennes américaines, Evelyn Tribole et Elise Reich, dans les années 90, parce qu'elles se sont aperçues que ben, leur pratique de la diététique allait à l'encontre au final de la santé des gens, on va dire, parce que bah, voilà, elles prescrivaient des régimes un peu voilà, en mode old school diététique, quoi. Hmm. Et en fait, elles se rendaient compte que voilà, bah, leurs patients revenaient à leur cabinet avec bah, du poids en plus après des régimes ou même voilà aussi avec des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Enfin, voilà, leur comportement alimentaire était troublé, ils avaient des compulsions, ce genre de choses. Et en fait, du coup, elles ont vraiment revu leur vision de la santé. Notamment le côté pondérocentré, on appelle ça du coup centré sur le poids, la santé centrée sur le poids. En fait, c'est un peu le paradigme qui est un peu ambiant dans la santé, quoi, le fait qu'on ramène toujours au poids. Et du coup, elles offrent avec l'alimentation intuitive une vision qui est décentrée du poids. Et donc, du coup, une vision de la santé qui est vraiment plus inclusive, plus holistique aussi, plus générale, on va dire, et qui prend vraiment en compte toutes les dimensions de la santé. Du coup, principalement, l'alimentation intuitive, ça s'adresse aux personnes qui ont un rapport à l'alimentation compliqué, qui ont fait des régimes ou qui ont mis en place des restrictions, qui ont peut-être aussi des troubles du comportement alimentaire, pas forcément dans leur forme aiguë.
et qui veulent bah, du coup oui écouter leur corps, manger plus librement, manger sans culpabilité, sans trop avoir peur de grossir, sans honte, tout ça, des choses que voilà qu'on travaille en alimentation intuitive en fait, hein, parce que l'alimentation intuitive, c'est pas juste écouter ses signaux, écouter sa faim, tout ça, c'est vraiment un processus de déconditionnement, je dirais, de la cure des régimes, de déprogrammation un petit peu mentale, parce qu'au final, la cure des régimes, ça nous pollue en fait. Ça pollue notre relation avec notre corps, avec voilà, notre alimentation, etc. Donc c'est vraiment là où on travaille aussi également, quoi. Il n'y a pas que les signaux. Du coup, moi, c'est une approche que j'ai découverte bah, en fait, quand j'étais moi-même en train de souffrir d'une alimentation troublée D'accord. à cause de la cure des régimes, parce que j'avais mis en place des règles que j'avais vues voilà, un peu partout. Enfin, voilà, c'était quelque chose aussi qui m'avait aidé, on va dire, d'une certaine façon, à une certaine période de ma vie où j'avais besoin de me rassurer, de contrôler quelque chose. Du coup, j'ai contrôlé mon alimentation, mais je voyais que voilà, mes règles étaient bah, devenaient de plus en plus rigides, que je pensais beaucoup à l'alimentation, etc. J'étais un peu obsédée par tout ça. Et c'est vraiment la découverte de l'alimentation intuitive qui m'a sauvée, parce que c'est là où j'ai pris conscience de la cure des régimes, dans ma tête, on va dire, et dans, voilà, dans ma relation à mon corps, etc. La vision que j'avais de mon corps qui était voilà, déformée, troublée par la cure des régimes. Et du coup, ça a permis de mettre vraiment de l'apaisement dans tout ça, dans cette relation à mon corps. Et donc, fort de ça, j'ai voulu, par la suite, quelques années plus tard, du coup, une fois que j'avais un peu plus de bouteilles, tout ça, de me former vraiment à l'alimentation intuitive et de bah, transmettre cette philosophie, ce message et aider des femmes, en fait, qui seraient comme moi, qui auraient souffert aussi d'une alimentation troublée. Voilà, en quelques mots. D'accord. Bah, écoute, je trouve ça chouette parce que en fait, c'est par ton vécu, en Mhm. ayant toi-même traversé certaines choses, donc tu dois avoir des points communs avec les personnes que tu accompagnes, en l'ayant toi-même expérimenté et du coup, pour toi, c'est vraiment une approche qui a été salvatrice quelque part. Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'a tellement libérée que je voulais en parler, en fait. Et je voulais vraiment dénoncer la culture des régimes. Donc, c'est ça qui a fait qu'après, j'ai créé mon compte Instagram, en fait, de la skiche. Et ça a dérivé de là, en fait. Même l'activité que je fais aujourd'hui, tout ça. Enfin, tout D'accord. le point de départ, c'est ça, quoi. Ouais, donc finalement, d'une souffrance, t'en as fait une force et puis même ben, ton métier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est le cas de beaucoup de thérapeutes, je pense. Même, surtout les thérapeutes qui sont dans ces domaines-là, de troubles du comportement alimentaire, etc. Souvent, c'est quand même des gens qui sont passés par là et qui se sont rendus compte, en fait, de la souffrance, quoi, qu'on peut avoir. Mm, mm. C'est vrai. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ton podcast parce que je trouve qu'il y a Ok. un ton qui est bah, sans concession, quoi. Tu exprimes clairement ce que tu ressens à ta manière. Et comme tu dis, tu emploies souvent le mot badass. Bon, bah, voilà, on est vraiment là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément. Et ouais, ça fait du bien, c'est assez libérateur, je trouve. Ah ouais, merci, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein qui me disent que mon podcast, c'est un peu comme s'il parlait avec une copine, ce genre de choses. Enfin, une copine qui veut, allez, qui te dit, allez, C'est let's go, ça. quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Si tu veux bien, on va creuser un petit peu cette question de la santé mentale et de mhm. l'impact que peuvent avoir les régimes et puis bah, toute cette culture des régimes en fait sur notre santé mentale. Ouais. Selon toi, c'est quoi les effets les plus délétères? Hmm. Sur la santé mentale, du coup, Oui. plus. Oui, Bah déjà, moi, je pense le premier symptôme que nous créent les régimes, c'est l'obsession de la nourriture. Du coup, les pensées obsessionnelles. C'est quelque chose qui revient très souvent. De toute façon, moi, j'ai vécu aussi ça, mais même mes clientes, souvent, elles viennent me voir avec ce côté-là d'obsession de la nourriture. Et donc, ça a beaucoup d'impact sur notre santé mentale, puisqu'on pense beaucoup à ça, du coup. Et donc, on a très peu de bandes passantes pour d'autres choses de notre vie. Et puis, ça devient une souffrance, parce que voilà, c'est une obsession qui est là et qui est pas forcément. Enfin, c'est pas forcément des pensées très sympas, en fait, qu'on a sur nous, sur la nourriture, tout ça. C'est plus des pensées de restriction, des pensées de ah là là, ah bah, je vais grossir, donc des pensées un peu anxieuses, des pensées aussi de culpabilité, ce genre de choses. Du coup, ça tourne toujours en boucle. Comme une radio, quoi, qui s'éteint jamais. Donc ça, c'est vraiment un symptôme que créent les régimes. Parce qu'au final, les régimes, si je peux revenir un petit peu vraiment à ce qu'est un régime, quoi, au final, ça, voilà, c'est vraiment une façon de se sous-nourrir, quoi, je dirais. Parce que c'est ça, un régime, au final, c'est se sous-nourrir pour espérer perdre du poids, si on veut, oui, quoi. C'est pour maigrir, souvent. Donc du coup, voilà, on fait ce régime-là. Et puis après, bah, forcément, en fait, il faut savoir que le corps n'aime pas la restriction. Et en fait, lui, il le voit comme une menace, en fait.
pour lui, on atteint sa survie, quoi. C'est vraiment sa survie qui est en jeu. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il nous fait beaucoup penser à manger. Et c'est donc un premier symptôme de restriction, parce que bah, voilà, le corps, comme il se sent privé, il nous dit ah bah tu pourrais pas manger un peu plus. Et nous, on est là, on se dit non, 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 il faut que je mange selon le régime, etc., selon le plan alimentaire qu'on m'a donné, ce genre de choses. Et du coup, bah voilà, ça nous crée beaucoup de pensées qui tournent autour de ça. Et comme en plus l'alimentation, bah, quand on fait un régime, du coup, on a un peu ce truc bah, l'alimentation, ça devient un problème. En fait, c'est un problème voilà, vu que notre corps est un problème, on le traite comme un problème. Du coup, bah voilà, on traite aussi l'alimentation comme un problème à résoudre aussi. Du coup, ça crée beaucoup de stress et de charge mentale. Et donc, d'un point de vue même physique, hein, parce que le stress, ça a un impact aussi sur notre santé physique. Et du coup, il y a beaucoup de hausse du cortisol, hein, l'hormone du stress, tout ça. Quand on est au régime, on souffre beaucoup de ça, un peu d'un stress chronique qui est lié à cette sous-nutrition inconsciente ou consciente, quoi. Et dans ton dernier épisode de podcast, donc tu as Ouais, invité la fondatrice de l'alimentation intuitive. Et ouais. il y a un passage qui m'a particulièrement touchée, c'est Mhm. quand vous avez parlé du lien social. Oui, Alors, c'est pas directement lié à la santé mentale, mais ça peut l'être quand même ouais. parce que ça peut impacter nos relations aux autres, notre manière de nous comporter bah, avec nos amis, avec la famille. Est-ce que tu veux nous Mhm. parler un petit peu de cet aspect-là? Ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai que là, du coup, t'as raison, santé mentale et santé sociale, au final, c'est très lié. Et c'est vrai que oui, en fait, on voit un évitement social quand on fait des régimes aussi. On évite aussi des occasions, on va pas forcément se mêler aux autres. Et en plus de ça, bah, comme tu disais, en fait, comme Evelyne Tribolol aussi le disait très bien, c'est qu'en fait, quand on est dans des occasions avec des gens, bah, en fait, on pense pas, on n'est pas présent, en fait, dans ces moments-là. Mhm. On est plus en train de penser à bah, encore la radio qui tourne, quoi. Ah là, j'aurais pas mangé ça, ah là là, je me compare aux autres, du coup, je suis un peu anxieux par rapport à tout ça. Enfin, c'est en fait des moments de partage et même des moments de stress, quoi, au final. Ouais. Et puis il y a aussi, je pense, tout ce qui est lié à l'estime de soi, parce que du coup, Ouais. l'impact, il est dans tous les domaines de la vie. Quand on a une mauvaise image de soi, bah, ça peut impacter d'autres domaines dans lesquels on ne se sentira pas forcément à la hauteur. Ouais, oui, oui, c'est ça. Puis en fait, faut savoir aussi que quelqu'un qui fait un régime ou même qui développe un trouble du comportement alimentaire, hein, d'ailleurs, les régimes, c'est le premier prédicteur de trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'une Ouais. personne qui fait un régime, elle a 18 fois plus de chances de développer un TCA. Donc ça, c'est quand même assez énorme à savoir. Je pense qu'on le dit pas assez. En fait, souvent, les personnes qui vont faire un régime ou qui vont développer même un TCA, c'est souvent des personnes qui ont une estime d'elles-mêmes assez basse, en fait. Et c'est vraiment un terrain fertile au TCA déjà d'avoir une estime de soi assez basse, d'avoir une mauvaise image de soi, ou même d'avoir ouais, des comportements un peu perfectionnistes aussi, tout ça, contrôlants. Voilà, bah ça aussi, ça va tomber dans... Donc forcément, l'estime de soi, ouais, ça, déjà, c'est un terrain. Et en plus de ça, même les régimes bah, affectent l'estime de soi. Parce que souvent, en fait, quand on fait un régime, bah, il marche pas. Parce que c'est le but d'un régime, en fait, c'est qu'on en refasse tout le temps et ça marche pas. Mhm. Et du coup, bah forcément, comme la culture des régimes nous fait croire que c'est une question de volonté, le fait de, voilà, de se restreindre, tout ça, bah en fait, pour notre estime de nous, on se dit, bah on est nul en fait. On se dit, bah je suis trop nul, je tiens pas à mon régime, je comprends pas, moi je craque dès que je vois un truc sucré, tout ça, tout ça. Et en fait, ça affecte beaucoup notre estime de nous-mêmes en fait. Du coup, c'est un cercle vicieux parce que les personnes qui ont un terrain fertile pour la mésestime de soi Ouais. vont aller vers le contrôle de la nourriture. Et puis, bah, comme le contrôle du corps derrière ne suit pas, hop, on est de nouveau dans la mésestime, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, même, je vois la branche aussi, peur de grossir, tout ça, parce qu'au Oui. final, le régime aussi nous crée cette peur de grossir, vu que l'objectif souvent d'un régime, c'est de perdre du poids ou de maintenir un poids, etc. Donc on vit avec cette peur de grossir-là. Et c'est aussi un symptôme de TCA. Un TCA, on a aussi cette peur de grossir-là, souvent dans les TCA. Et cette peur de grossir, ben, en fait, du coup, en fait, ça fait que notre estime de nous, elle est liée beaucoup à notre poids, en fait. Mhm. Et à notre poids qui descend, tout ça. Et si notre poids augmente, et ben, on va vraiment le prendre comme une atteinte personnelle, quoi, un petit peu. Parce que au final, l'estime de soi, c'est ça, c'est notre identité. En fait, et comme notre identité, elle est liée à notre poids, du coup, bah voilà, c'est une estime de nous qui est très fluctuante et qui est très rattachée à un indicateur qu'on ne contrôle pas forcément, en fait, le poids, hein. Mm. Ouais, c'est terrible. Ouais. C'est- Et du coup, je me pose la question, comment tes clientes te trouvent? Est-ce que ce sont des personnes qui, au départ, ont envie de perdre du poids? Ou Ouais. est-ce que ce sont plutôt des personnes qui ont déjà pris conscience que tout ça, Mm. c'est pas cool et qui veulent reprendre le pouvoir sur ça, sur leur... Mm. Et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout ce que tu veux dire. Bah, souvent, les gens qui viennent me voir,
bah, comme ils ont déjà un peu consommé mes contenus, on va dire, voilà, ils sont un peu au clair avec mon approche. Souvent, ouais, c'est des personnes qui sont prêtes à justement à remettre un peu de côté, on va dire, leur envie de perdre du poids ou tu vois, c'est ce désir-là qui est peut-être un peu encore là, hein, mais qui sont prêtes à vraiment voilà, faire en sorte que d'avoir une alimentation quand même plus sereine, tu vois, de se sentir mieux, de reprendre le pouvoir, comme tu dis aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose Mhm. que je dis souvent. Voilà, c'est des personnes qui sont prêtes à avoir cette démarche-là et qui savent du coup que bah, l'alimentation intuitive et mon approche peut les aider dans ce sens-là en fait. Et voilà, donc il y a ce petit deuil-là quand même qui est un peu déjà fait, on va dire. D'accord. Mais c'est Mm. vrai que c'est un processus qui est long parce que même quand on en est consciente, Ouais, ben, on retombe de temps en temps dans ce genre de travers. C'est comme si c'était tellement ancré en nous. Enfin, je fais une généralité, ouais, c'est pas le cas de tout le monde, et je pense qu'on est très très nombreuses. Je parle au féminin parce que c'est beaucoup de oui, femmes qui sont touchées par ça. ouais, C'est vachement dur de s'en détacher, de... bien sûr. Mm. Ouais, c'est ça. En fait, la culture des régimes, c'est tellement ancré, c'est partout. C'est dans les médias, c'est dans les magazines, dans les discours de santé publique, c'est aussi dans les discours des proches, dans notre famille, comment on a été élevé, comment on s'est construit, etc. Surtout en tant que femme, en fait, hein. Les femmes, c'est la première cible de la culture des régimes. Du coup, c'est rare qu'une femme passe dans les mailles du filet, quoi, si je peux En dire. effet. Bah, du coup, c'est ma question suivante. Ouais, Tu te présentes comme quelqu'un de féministe. ouais, Ton offre s'adresse aux femmes. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer pourquoi et en quoi c'est important pour toi? Hmm. Bah, je dirais que déjà, moi, d'un point de vue personnel, le féminisme couplé à l'alimentation intuitive, c'est ça qui m'a vraiment aidée. Parce que l'alimentation intuitive, déjà, il y a déjà une lecture quand même féministe dans le sens, voilà, c'est quand même contre la grossophobie, ça s'est engagé au final l'alimentation intuitive, hein, parce que le premier principe de la cure justement de l'alimentation intuitive, c'est de rejeter la cure des régimes. Oui. Du coup, il y a déjà cet engagement-là qui est pris et déjà, de toute façon, Evelyne Tribol et Elise Reich, quand elles ont mis au point l'alimentation intuitive, il y a ce point de vue un peu bah, politique slash militant, mine de rien, sans être forcément militant directement, mais quand même engagé. Mhm. Parce que voilà, c'est, comme je disais, hein, une vision de la santé qui est totalement non eurocentrée, donc forcément c'est une vision engagée en fait déjà. Et donc le féminisme déjà gravite aussi autour de l'alimentation intuitive, mais moi, d'avoir poursuivi un peu la réflexion en lisant notamment des livres comme Mona Chollet, Beauté fatale, que je dis tout le temps, mais vraiment c'est un super livre déjà pour bien commencer. Et même en fait, moi, c'est les questions féministes plus largement, même au-delà de l'alimentation, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Et du coup, ça m'a aidé à prendre conscience qu'en fait, bah, rejeter les régimes, c'est un acte féministe de base, en fait, vraiment. Et donc, quand on prend conscience de ça aussi, ça nous aide, je trouve, dans notre parcours, parce qu'on se dit, bah, c'est vrai que ce qu'on vit déjà, c'est pas une affaire individuelle. Tu vois, c'est En effet. systémique, c'est sociétal, c'est toutes les femmes, plus ou moins, qui connaissent une alimentation troublée, qui sont dans cette culture des régimes-là et qui du coup souffrent de tout ça, souffrent d'un rapport au corps compliqué. Ça, c'est très féminin, dans le sens c'est très genré féminin, quoi. En tant que femme, on apprend ça dès notre plus jeune âge, quoi, hein. Donc voilà, et donc forcément, je trouve que le féminisme, bah, c'est là où on prend conscience de tout ça, donc on se dit, non seulement je suis pas seule, mais en plus de ça, du coup, il y a une dimension qui est plus large que moi, donc ça me motive aussi, je trouve. Enfin, moi, Mm. je le vois aussi avec mes clientes, par exemple. Souvent, bah voilà, elles aussi, elles sont soit féministes, soit elles se sont éveillées au féminisme avec aussi mes contenus, notamment via ce prisme-là. Parce que c'est un prisme, l'alimentation, qui n'est pas trop encore, je trouve, pris comme sujet par les féministes, hein, enfin le féminisme en tant que tel, les mouvements féministes. Du coup, ouais, de rattacher un peu son parcours à des valeurs qu'on peut avoir, à ce combat-là un peu plus grand, ça permet, je trouve, de vraiment ancrer ce qu'on vit, notre parcours, notre démarche. Et du coup, ça permet vraiment de se libérer pleinement. Tu vois, je trouve que Ouais, en fait, c'est en restant en surface qu'on n'avance pas. Tu vois, on va tout à peut-être fait. faire déconstruire certains trucs, mais en fait, si on va pas au bout de la réflexion et que vraiment on voit pas le système derrière et qu'on n'en parle Mhm. pas, bah, pour moi, je trouve qu'on a fait un bout du chemin, mais pas tout, malheureusement. Donc, Ouais. du Bah, coup, voilà écoute, pour, c'est pour tout ça. à fait clair, très logique et Ouais, je comprends vraiment la démarche. ouais, c'est Alors, bah, ça. justement, je vais te donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai été confrontée à une personne Mhm. qui allait voir un gynécologue pour des problèmes de santé, d'endométriose. Ok. Donc, quand on sait que justement, tout ce qui est SOPK, ça peut engendrer des prises de poids, etc. Et Mhm. en fait, cette personne, le gynécologue a insisté sur le fait qu'elle avait pris du poids. D'accord. Pas mal de poids en peu de temps, mais Mhm. elle est tout à fait dans un IMC normal. Il n'y a pas du Ouais. tout même pas de surpoids.
Mhm. Et en fait, ça l'a beaucoup blessée au point de plus oser après retourner voir le gynécologue. Mhm. Et tu vois, ce genre de petite violence ordinaire, j'ai envie de dire, dans le milieu Ouais. médical, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et puis ce culte de l'IMC, comme si c'était Ouais. quelque chose, un vrai outil de mesure, etc. Bah, du coup, je voulais que tu me donnes un peu ton point de vue là-dessus. Et puis, si tu Mhm. as des conseils peut-être pour bah, surmonter ce genre de situations qui peuvent être malaisantes, quoi. Mhm. Ouais, bah oui, c'est vrai que la grossophobie médicale, comme tu dis, bah c'est vraiment un domaine où la grossophobie est très présent, quoi. La médecine, les pros de santé, enfin, faut savoir que leur formation de base pour beaucoup de médecins, hein, c'est quand même bah, pondérocentré, en fait, comme je disais au tout début. Du coup, forcément, en fait, ils sont encore dans cette logique de le poids, c'est au-dessus de tout, quoi. Et du coup, quand ils voient une personne grosse, ils vont forcément lui faire des remarques sur ça. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de clientes aussi qui vont consulter des personnes grosses, du coup, des femmes grosses qui vont consulter. Et en fait, on va tout le temps les ramener à leur poids alors qu'elles viennent pour une otite ou autre. Bah, direct, ça va être le poids, tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est pas évident à gérer quand on a ce genre de remarques, etc. Donc, je comprends voilà, que cette personne a mal vécu. Enfin, que voilà, c'est quand même assez violent aussi. Tout ça. Donc déjà, voilà, n'ayez pas honte aussi d'en parler voilà, de parler de ces violences-là qui en sont, hein, des violences vraiment. Après, comme conseil, en fait, bah, moi, je dirais déjà en fait, de le dire des fois aux médecins, en fait, s'ils vont trop loin, si, ils font des commentaires qui sont inappropriés, ou ce genre de choses, de poser un peu ses limites, même si c'est compliqué, parce que bah, forcément, c'est des personnes qui ont une autorité, donc bon, on a du mal à s'imposer, mais voilà, vous avez le droit d'être soigné, vous avez le droit d'avoir le respect, la dignité, etc. Et c'est ça aussi tu vois, que l'alimentation intuitive essaye de promouvoir, tu vois, parce que c'est très Mm. proche du courant Health at Every Size aussi, qui est la santé à tout poids. Et en fait, la santé à tout poids, ce mouvement-là, du coup, est aussi dans cet activisme aussi par rapport aux pros de santé, en disant, bah voilà, les personnes grosses, en fait, ont droit à la dignité, ont droit aux soins, en fait. Et la grossophobie, c'est aussi une question d'accessibilité, tu vois, qui est souvent... ben, en fait, le soin n'est pas accessible, en fait, aux personnes grosses, qu'on leur refuse des soins, voilà, on les infantilise, ou pareil, ils ont tellement des expériences aussi traumatisantes, je dirais, avec des pros de santé, du coup, bah, il y a de l'évitement. Et du coup, ça aussi, Ouais. ça joue sur la santé des personnes grosses, parce que, bah voilà, imagine... tu vas pas au médecin alors que tu as des symptômes de telle ou telle maladie, et puis au final, la maladie s'aggrave, alors que, bah, en fait, c'est pas toi le problème, c'est surtout que, bah, comme le système n'est pas safe, bah, peut-être que tu as voulu, du coup, pas y aller, et donc après, bah, ça a un impact sur ta santé, quoi. Mm. Ouais. Ouais, puis je pense aussi à du matériel. Ouais, Parfois, voilà, les fauteuils sont pas adaptés, exactement. des choses comme ça. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, et ça, c'est vraiment un fléau parce que bah, du coup, on peut pas diagnostiquer, on peut pas traiter. Et donc, ça participe aussi voilà, à certaines. Tu vois, c'est un peu ce truc de. Quand on parle de grossophobie et de santé, tu vois, il y a toujours des gens qui vont dire non, mais il y a des études qui prouvent ceci, cela, etc. Alors qu'en vrai, il faut pas confondre corrélation et causalité, quoi. Tout à Donc, du fait. coup, il y a ce truc-là aussi de, bah, en fait, oui, peut-être qu'il y a des personnes grosses qui sont peut-être en mauvaise santé, pas forcément en raison de leur poids, c'est aussi peut-être oui, en raison de leur poids, mais parce qu'elles sont discriminées, en fait. Et ça aussi, Mhm. c'est important à comprendre et à prendre en compte, je trouve. On n'en parle pas assez. Ouais, je suis d'accord. Et non seulement corrélation, mais parfois, ça peut même être inversé. C'est-à-dire que Ouais, ce qu'on va considérer comme la cause, ça peut être en fait la conséquence. oui, exactement, c'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, cette croyance que bah, si une personne n'arrive pas à maigrir, c'est qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Ouais, Enfin, c'est vraiment ancré, ça. oui, c'est ça. Alors que souvent, les personnes grosses, c'est des personnes qui ont fait beaucoup de régimes, justement, en fait. Ouais, Donc ouais, c'est vraiment un problème ça le mythe de la volonté là, genre, moi j'en parle souvent sur le podcast aussi parce que c'est ouais. c'est un fléau et c'est aussi ouais, c'est compliqué comme croyance à déconstruire pour beaucoup de gens, je pense. Mm. D'où l'importance de podcasts comme le tien pour Ouais. déconstruire brique par brique. Ouais, ouais. Du coup, ma question suivante, c'est pour t'énerver un petit peu. Ah, ok. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Hmm. Bah déjà même enfin en vrai la grossophobie, moi je trouve que c'est un truc qui me met vraiment en colère parce que je trouve ça vraiment injuste et enfin c'est énervant en fait les raccourcis tout ça, moi ça m'énerve beaucoup. Donc il y a vraiment ça aussi que voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Après, il y a bien sûr, en fait, moi je trouve la cure des régimes en son ensemble, elle est hyper énervante en fait. Mhm.
Parce que toutes les croyances qui reviennent, qui sont toujours on rabâche, tu vois, même. Enfin, des fois, moi j'ai l'impression d'être un disque rayé, parce que c'est toujours pareil, on doit toujours redire les mêmes choses. Maintenant, le sucre, c'est pas une drogue, nanana, enfin, tout ça. Ouais, Et puis c'est énervant, parce qu'en fait, moi je trouve que un des trucs les plus énervants, c'est le côté aussi qu'on responsabilise beaucoup l'individu. Bah, un peu comme on disait sur la volonté, mais tu vois, il y a toujours ce truc de la santé, c'est une question de choix individuel, tu vois, l'alimentation aussi, tout ça, alors que pas du tout. Et ça, c'est énervant aussi parce que bah, c'est aussi injuste, je trouve, voilà, qu'on fasse peser ce poids-là sur l'individu, sa santé, tout ça, sans regarder le côté systémique aussi, et puis sans s'attaquer aux croyances de la culture des régimes qui sont délétères, parce qu'on le voit en plus, tu vois, ouais. que ça crée des TCA, même les régimes, que c'est rare que quelqu'un prenne un régime de manière souple, tu vois, souvent. Mm. Voilà, et je trouve qu'en plus, autre chose qui m'énerve aussi, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'énervent en fait dans pas mal de ces sujets-là. C'est même d'un point de vue féministe, en fait, c'est énervant, parce que bah, c'est toujours les femmes qui trinquent aussi. Même les commentaires sur le corps, tout ça, ça c'est hyper énervant. Tu vois, tout ce qu'on peut dire sur les femmes, même sur Internet, tout ça, enfin, c'est le body shaming, tout ça, ça aussi c'est hyper énervant. Et en plus, quand tu vois l'impact que ça a sur les femmes après, derrière des années de vie gâchées, C'est parce qu'il y vrai. a une remarque, parce qu'il y a eu un régime qui a été imposé quand tu avais 8 ans, parce que voilà, ta courbe sur le carnet de santé, ça n'allait pas. Enfin, tu vois, tout Mhm. ça, c'est vraiment. C'est pas évident de rester zen quand t'entends ce genre de témoignages et tout aussi. Oui, puis c'est vrai que nous, avec notre métier, enfin, nos métiers de thérapeute, Ouais, d'accompagnant, on a des histoires où ça va très très loin. Euh, ouais. et c'est vrai qu'on peut voir les conséquences, jusqu'où ça va et la violence que ça peut engendrer. Mm, Et mm. voilà, on aimerait intervenir en amont et c'est pas toujours possible, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en fait, en fait, tout ce qui est relatif aussi au patriarcat, c'est hyper énervant. Du coup, la culture des Oui. régimes, pour moi, c'est un levier, quoi. Mais c'est vrai que le patriarcat, en général, voilà. Enfin, les violences, tout ça, on va sûr, c'est toujours révoltant, parce que, bah, ouais, c'est tellement... je sais pas comment on peut s'en sortir avec tout ça, mais ouais, du coup, de toute façon, moi, je pense que quand t'es militant, enfin, ou que t'as une approche engagée, ou que t'es féministe, je pense que la colère, elle te quitte pas trop, en fait. Mais c'est un moteur aussi, il faut le voir comme ça aussi. Bien, ouais. Et je reviens sur l'aspect que tu disais d'avoir l'impression d'être un disque rayé. Je Ouais. trouve qu'il y a aussi un côté cyclique, c'est-à-dire que tu as des moments où tu as l'impression qu'il y a des avancées, tu vois, comme par exemple le body positive, etc. Mm. Et après, boum, derrière, tu vas avoir un retour en arrière avec des skinny talk et autres. Ouais, C'est comme si c'était sans fin, quoi. ouais, ouais. Après, c'est souvent ce qu'on voit, tu sais, dans les mouvements. Il y a toujours des moments de backlash, on appelle ça. Je disais aussi sur le podcast, ce côté de retour de bâton, ce genre de Ouais. choses. Mais après, c'est pour repartir aussi. Mais c'est vrai que c'est énervant quand t'es dans le creux de la vague comme ça, de voir des nouvelles tendances qui émergent un peu de partout, quoi. Après, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu comme c'est quoi la créature grecque, là, tu sais, de Un mythologie hydre. grecque, là. Ouais, tu vois, tu sais, tu coupes une tête, il y en a trois qui poussent, quoi. C'est un peu. Ouais. C'est un peu comme ça que sur des régimes aussi. Elle se déguise très bien aussi, donc c'est assez énervant. Ouais, donc ce qui est important, je pense aussi là-dedans, ça peut être de la sororité, se serrer les coudes, et puis Mhm. pas participer nous-mêmes à ce genre enfin, quand quelqu'un se prend des remarques, ben, être là aussi en allié, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément. Bah, j'avais fait un épisode il y a quelques années, mais du coup maintenant sur le podcast. Ça rajeunit pas le podcast, décidément. Un épisode où j'avais appelé ça Comment ne pas être le relais de la culture des régimes. Ah, super. Et ça, je pense que c'est un épisode aussi aidant pour ça, parce que bah, en fait, c'est ça, nous-mêmes, on décide d'être le relais ou non, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est important que chacun on prenne ce sujet, même la grossophobie, tu vois, que ça s'arrête à nous, en fait. Et plus on fera stop à tout ça aussi, tu vois, plus on aura déconstruit ça, plus les gens seront bah, assez conscients un peu de l'impact des commentaires sur le corps, tout ça, plus on pourra avancer aussi en termes collectifs, quoi. Tu vois, et du Ouais. coup, il y a vraiment une libération. Et t'as raison, la sororité, ça aide aussi, parce que entre femmes, que ce soit plus des tabous, en fait, ces sujets-là, tu vois, qu'on ose se dire les choses, c'est hyper important aussi, parce que souvent, en fait, le patriarcat nous enferme comme ça, avec le tabou autour des TCA, de l'alimentation, alors qu'en vrai, il n'y a pas de honte à souffrir d'une alimentation troublée, c'est même un peu symptomatique de la société, donc en soi, c'est assez attendu, quoi, je dirais. Je crois qu'en effet, rares sont les femmes qui n'ont pas eu au moins un petit épisode ou quelque chose dans leur vie, Ouais, pas forcément TCA, mais en tout cas d'un rapport au ouais, corps biaisé, quoi.
Mm. Ouais, c'est ça, ouais, d'alimentation troublée ou de ouais, son rapport au corps compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de. Ça se voit dans les statistiques, hein, donc c'est 70% des femmes qui sont insatisfaites de leur corps. Tu vois. Enfin, on est vraiment sur des chiffres assez hauts. Tu vois, donc dès que c'est des études sur l'insatisfaction corporelle, du coup, bah forcément, on arrive à des chiffres assez hauts chez les femmes, quoi. Donc c'est pas parce qu'on se réveille un matin, on a envie de détester notre corps, quoi. Je pense que c'est vraiment plus En effet, sociétal, quoi. ouais. Et ben du coup, est-ce que tu aurais, enfin, si tu devais donner trois conseils les plus importants, ce serait quoi? Les plus importants pour n'importe qui? Ouais, je laisse volontairement un peu vague pour que tu Ok. puisses aller sur ce qui te tient le plus à cœur, en fait. D'accord. Des conseils. Bah déjà, bah, en fait, s'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans une alimentation compliquée, si vous avez tendance à culpabiliser de ce que vous mangez, si vous avez l'impression que vous avez cette radio sur l'alimentation qui est toujours allumée, moi, les conseils que je pourrais donner, ou même si ça vous intéresse même de creuser ces sujets-là, moi, je dirais de s'informer, en fait. Première chose, tu vois, c'est-à-dire, bah, écouter mon podcast, pourquoi pas, ou voilà, un peu découvrir Je aussi recommande. l'alimentation. Voilà, forcément. Mais ouais, découvrir un peu l'alimentation intuitive. Enfin, pas hésiter à se renseigner, à lire des livres sur ces sujets. Donc, il y a le livre de l'alimentation intuitive, il y a d'autres livres aussi qui sont sur ces problématiques-là. Il y a aussi Mona Chollet, Beauté Fatale, qui est aussi une bonne introduction, je dirais, à tout ça aussi, Oui. au côté féministe aussi notamment. Donc déjà de se renseigner. Euh, Ensuite, deuxième conseil, bah après j'estime que bon, une fois qu'on s'est renseigné, souvent on a envie de euh, peut-être d'appliquer ce qu'on a vu ou ce qu'on a lu. Et du coup, peut-être plus des conseils par rapport à ça, c'est bah, de peut-être se faire accompagner en fait si vous avez vraiment des problématiques assez lourdes ou même pas en vrai, je dirais un rapport à l'alimentation qui est compliqué, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à pas forcément vous enfermer, à vous dire bah voilà, je vais essayer de faire ça tout seul ou autre. Ce serait dommage de perdre du temps et de peut-être retomber dans des habitudes ou même de tenter d'appliquer l'alimentation intuitive sans forcément comprendre bah, tout ce que ça implique d'un point de vue état d'esprit à changer, et tout ça. Et ça, c'est avec une thérapie vraiment qu'on peut y arriver. Donc, ouais, donc d'aller voir quelqu'un, d'être accompagné. Et ensuite, troisième conseil, je dirais bah, en vrai d'être patient et bienveillant avec soi dans tout le process. Même quand on se renseigne, tout ça, des fois il y a des choses, bah, on a beau les avoir lues, etc. Bon, c'est compliqué des fois de les appliquer, même quand on est accompagné, hein, je dirais aussi. C'est Hein. vrai, Je dis tout ouais. le temps à mes clientes d'être patiente, d'être bienveillante avec elles et de pas penser que ça va s'en aller du jour au lendemain. Alors je dis pas que ça prend énormément de temps non plus, mais voilà, d'avoir de la compassion pour soi. L'autocompassion, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en alimentation intuitive. Donc moi, je dirais d'être dans cette compassion-là par rapport à soi-même. Et je trouve que cette compassion-là, que ce soit dans notre process ou même dans notre alimentation, dans notre rapport au corps, c'est ça aussi qui nous aide à avancer. Donc il y a un peu l'effet qui se coule, quoi. C'est pour le process, mais aussi pour tu vois, le chemin, Mm. on va dire que c'est pas linéaire tout ça, voilà. Et en Oui. plus de ça, la bienveillance, dans la compassion, surtout dans son alimentation, d'être compatissant avec soi, d'être dans la curiosité, dans le non-jugement, des choses qu'on travaille en alimentation intuitive, en thérapie. Mais du coup, d'être OK avec le fait que ça prend peut-être du temps, mais c'est salvateur et c'est OK si nous-mêmes on a subi, enfin je dirais, on s'est soumis un peu aux sirènes de la cure des régimes. Elles sont très Mm. fortes, donc faut pas non plus se flageller, se culpabiliser. Tu vois, même on parlait de grossophobie tout à l'heure, bah pareil, si on a des biais grossophobes, le but c'est pas de se dire ah je suis une mauvaise personne, je suis grossophobe, etc. Bah, on l'est tous en fait, parce que Ouais. c'est des biais comme ça sociétaux, donc en fait on n'y peut rien, en fait on n'a pas choisi ça. Mais du coup, fort de ça, on peut encore agir, donc ça c'est important de prendre conscience qu'on voilà, qu'on est des acteurs en fait de tout ça. Du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais cette fois sous un autre angle, c'est-à-dire de ne pas tout mettre sur l'individu, mais de comprendre qu'il y a aussi des choses qui sont systémiques et que cette Exact. grossophobie intériorisée, ben, elle ne Ouais. vient pas de nous forcément et qu'on a été baigné là-dedans, et puis qu'on baigne tout le temps là-dedans d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est ça, en fait, le cœur, je trouve, des approches systémiques comme l'alimentation intuitive, c'est toujours ça, toujours se dire que c'est pas nous le problème, c'est pas nous toujours qui avons 100% de marge de manœuvre dans tout. Et du coup, fort de Ouais. ça aussi, de tout ce qu'on a internalisé, on n'a pas eu de marge de manœuvre, en fait, par rapport à Oui, tout c'est ça. vrai.
Ouais. On se prend ça en fait dans la tête, quoi. Et surtout quand on est une femme, toutes ces injonctions, tout ça, ça tenait qu'à nous. Je pense qu'on serait très contente s'il y en avait bien moins que ça, ou même voire zéro. Mais Mm. malheureusement, bon, c'est du coup, bah voilà, faut pas se culpabiliser de d'être dans ces sujets-là, ou même de, tu vois, il y a un peu ce truc de, tu sais, des fois on peut se dire, ah, je suis superficielle parce que je pense beaucoup à mon corps. Ouais, mais en fait, c'est la société qui veut que tu penses beaucoup à ton corps comme ça, donc c'est pas toi en fait, techniquement, t'as rien à te reprocher, quoi. En effet. Et les personnes que tu accompagnes, est-ce que c'est uniquement des accompagnements individuels ou tu as aussi des moments de groupe, d'échange? Ouais, du coup, je fais donc des accompagnements, ouais, individuels et aussi de groupe. J'ai mon programme de groupe Croque Madame qui est sur l'alimentation intuitive pure, quoi, je dirais, tout le process, tout ça, sur plusieurs mois. Et j'ai aussi mon programme Sort du moule qui, lui, est vraiment dédié au rapport au corps, donc l'image corporelle. Donc ça, on parle pas forcément d'alimentation, même si on peut l'aborder, mais c'est beaucoup plus centré sur le rapport au corps, tu vois, travailler D'accord. tout ça, voilà, c'est dédié. Mm. OK. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé et dont tu aurais aimé parler? Je pense pas, je pense qu'on a bien creusé tout ça. Enfin, déjà, après, Oui. forcément, ces choses-là, on pourrait en parler des heures et faire Oui. des dissertations de 50 pages. Bon, puis c'est vrai qu'il y a des points précis qui sont bien développés dans ton podcast et sur tes posts Instagram, donc c'est toujours intéressant, pour les personnes qui seraient, voilà, curieuses d'en savoir plus, de comprendre un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que ça leur a donné envie, d'aller s'intéresser à ton travail et puis à l'alimentation intuitive en général. Mhm. Pour les personnes qui voudraient te contacter, où est-ce que tu souhaites qu'on les dirige? Alors, bah, du coup, je suis sur Instagram, je suis pas mal présente, donc TheLastKish. Et sinon, j'ai mon site thelastkish.fr. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi, hello@thelastkish.fr. C'est très facile aussi, donc voilà. Il y a un peu l'embarras du choix, on va dire, mais voilà, c'est moi qui est au bout de tous les trucs, donc j'aurai votre message, quoi. OK. Bah, écoute, super, je mettrai tout ça dans les commentaires et puis, bah, j'ai une dernière question pour toi, mais tu as déjà peut-être répondu, mais peut-être que tu vas dire autre chose. Mhm. Je pose cette question à tous mes invités, ce Ok. serait, si tu as une recommandation culturelle à partager, ça peut être, alors sur la thématique du jour, mais pas forcément, Mhm. soit un bouquin, soit un podcast, quelque chose, que tu aimerais, que tu recommandes aux personnes, en fait. Mhm. Bah, en vrai, je pourrais tricher et dire Mona Chollet, c'est fatal. Ou le livre de l'alimentation intuitive, mais ouais, après, je dirais reco culturel, c'est. Moi, je dirais de regarder pas mal les livres féministes. En fait, il y a tellement de sujets, mais s'il y a un sujet qui vous touche aussi, voilà, après, je sais pas trop qui écoute ton podcast dans le sens s'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes, mais voilà, voilà, je Il y a pense un que. peu des 2. Ouais, voilà, de toute façon, femme ou homme, je pense que c'est cool de s'intéresser au féminisme et je pense qu'il y a beaucoup de lectures, tu vois, même sur des domaines comme, je sais pas, même l'argent, le couple, l'amour, tu vois, même Mona Chollet, elle a refait un bouquin sur l'amour aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à déconstruire et qu'on tombe dans ce monde-là, c'est hyper intéressant en vrai, c'est hyper stimulant, je trouve, et on comprend plein de choses aussi sur notre Mmh. fonctionnement, sur la société, tout ça. Donc voilà, donc les recos, c'est un peu, un peu fourre-tout, mais Commence à mettre le doigt dans l'engrenage et ouais, je sais pas. ouais, c'est ça. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ce bel échange. C'était très enrichissant. Bah, merci beaucoup Valérie pour ton invitation, c'était chouette. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!